Bonjour, laissez-moi vous présenter avant de commencer notre Mimi numéro 12, la campagne de précommande que nous avons lancée samedi dernier pour la sortie du livre Avalon de Marie Roca et les 10 personnages mystérieux qui marquèrent l'histoire de Pascal Cazotte. Alors la campagne de précommande s'étend jusqu'au 4 décembre, dimanche 4 décembre minuit, pas plus tard, et ça va vous permettre de précommander ce livre en version illustrée pour le tarif de 24 € au lieu de 39 €. Alors pourquoi vous me direz 39 € Parce que ensuite, comme nous n'allons imprimer que ce qui aura été précommandé, il ne sera disponible qu'en tirage unitaire et en tirage à la demande. Les versions couleur des livres sont extrêmement chers, donc ça sortira à 39 €. Voilà. Vous aurez aussi la possibilité de bénéficier des tarifs avantageux pour les versions PDF, la possibilité d'acheter les 2 livres aussi regroupés, plus d'autres contreparties que nous vous proposons pendant cette période de campagne. Donc elle se termine le dimanche 4 décembre à 24 h. Donc ne tardez pas à précommander vos exemplaires des livres de Pascal Cazotte et de Marie Roca. Allez, on retrouve Mimi 12. Bonsoir et bienvenue dans Mimi numéro 12 de la 2e saison. C'est le magazine de l'insolite et des mondes invisibles. Bonsoir Jérôme. Hello Antoine, bonsoir tout le monde et bonsoir à notre invité. Et oui, ce soir nous avons un invité qui nous vient de Normandie, de l'Eure. Il s'agit de Dominique Destresse. Bonjour Dominique. Bonsoir Antoine. Alors avec toi Dominique, ce soir nous allons donc parler de réincarnation, mais de la réincarnation dans le concept de réincarnation dans la confession hébraïque, un concept dont on n'entend quasi jamais parler dans les religions monothéistes, et ça s'appelle Gilgul, et Gilgul c'est donc le nom que tu as donné à ton roman, alors que moi en tant qu'éditeur j'aurais plutôt appelé roman initiatique, mais toi tu l'as appelé roman. Pour moi, on est aux frontières du thriller, du roman initiatique. Oui, effectivement, il y a une quête initiatique dans ce livre. C'est aussi un, un thriller qui est aux frontières du paranormal, du fantastique, puisque il est fait état d'une histoire fictive avec un tueur en série vit à Los Angeles, mais autour de cette histoire, il y a des êtres de lumière qui gravitent autour, que j'appelle moi des êtres de lumière, dont un ancien rabbin, un neuroscientifique américain, etc., qui eux sont branchés sur pas trop dévoiler non plus l'histoire sur ce concept, en tout cas de Gilgul Aneshamot, qui en hébreu veut dire littéralement le cycle des âmes. Donc ça fait appel à la transmigration des âmes, concept qui pour moi était très qui était inconnu dans les religions monothéistes. J'ai longtemps pensé qu'il y avait une résurrection éventuellement dans certaines religions, mais que c'était un concept en one shot, quoi. On montait une fois et c'était terminé. Et puis après, selon qu'on avait été très gentil, pas très gentil, un petit peu méchant ou beaucoup méchant, on avait le choix entre le paradis, le purgatoire et éventuellement l'enfer. Or, j'ai découvert donc complètement par hasard que des kabbalistes modernes, à partir du 15e siècle, se sont essentiellement rapprochés du concept philosophique spinozien et des philosophies bouddhistes et hindouistes sur le cycle de réincarnation. Voilà, sous le nom donc de Gilgul Aneshamot. Alors, moi je trouve quand même que c'est extrêmement bien documenté, et pour quelqu'un qui est déjà à l'aise avec ces sujets, on sent quand même que c'est un sujet dans lequel tu as été, t'as bien approfondi. Donc si effectivement tu l'as découvert par hasard avant l'écriture,
Je te tire mon chapeau, mais moi je te soupçonne quand même ouais, c'est un sujet qui peut-être te travaille depuis longtemps, en tout cas que tu as peut-être suivi en fil d'Ariane comme ça le long de ta vie. Toi tu t'es proche de ces concepts de réincarnation, tu as peut-être déjà eu des expériences, tu sais, des fois on invite des personnes ici qui ont eu ce genre d'expérience. Est-ce que c'est quelque chose qui t'est arrivé? Que tu as su déterminer en toi? Je reste un sceptique à la base, quelqu'un qui doute aussi bien de tout, donc une vérité, elle est jamais acquise, au moins révélée. Je me suis longtemps pensé athée, je pense plutôt que je suis agnostique. Ouais, oui, j'ai été confronté deux fois notamment dans ma vie à des phénomènes inexpliqués pour moi. Les appeler paranormaux, euh, je sais pas. Je reste toujours ancré un peu sur un scepticisme ambiant qui caractérise, mais je ferme pas la porte à des possibilités, d'autant que par l'écriture de ce livre, je me suis rapproché de deux amis qui, eux, revendiquent de vivre ce genre d'expérience euh, de réincarnation, un qui est médium et un autre qui est bioénergéticien, qui se pense passeur d'âme, etc. Et donc, c'est des gens vers qui j'ai été, avec lesquels j'ai discuté, je me suis assis, je leur ai expliqué ma démarche pour moi écrire un roman, donc une fiction. Et après, je leur ai dit, maintenant, j'ai des questions précises à vous poser, parlez-moi, je vous écoute, interromprai quand ça va trop loin ou quand ça sera hors cadre de ce qui m'intéresse. Mais j'ai effectivement écouté des choses qui m'ont interpellé. Que c'est des gens qui, en plus, avec qui j'ai un affect. Donc, ce sont des gens qui m'ont ouvert des portes, parfois, je dirais pas m'effraient, mais m'interpellent. Et puis, à la fois, me montrent que peut-être il peut y avoir autre chose que la réalité dans laquelle on vit ancrée très terrestre. J'ai toujours été quelqu'un qui était intéressé par toute forme de spiritualité, qu'elle soit religieuse, laïque ou autre. Et là, j'ai rencontré des gens qui m'ont emmené encore un peu plus loin, qui m'ont forcément mis à mal mon scepticisme. Et moi, auteur en tant qu'homme, c'est quelque chose qui me plaît parce que j'aime être bousculé. Après, dire que j'adhère à 100% à tout ce qui m'a été dit, non. Parfois, je les ai interrompus et je leur ai dit, bon, là, ça m'intéresse plus. Ça, c'est du domaine de ton expérience, on peut en parler après. Mais pour mon bouquin, à un moment donné, ça m'intéresse. Par contre, tu m'as parlé de tel sujet. Euh, donc, peux-tu développer? Comment tu le ressens? Comment est-ce que tu as vécu ça? Parce que ça, j'en aurais besoin pour mon livre. Voilà. J'ai essayé aussi de cadrer par rapport à, de manière très intéressée d'ailleurs, par rapport à ce dont j'avais besoin, moi, pour écrire une fiction. Oui, et puis qui finalement t'a aussi t'a amené à t'interroger par rapport à cet univers que tu découvrais. Alors si on rentre un peu dans le pitch, mais pas trop non plus sans tout dévoiler le livre, de manière que tu arrives très rapidement dans les premières pages, t'as constitué un groupe imaginaire d'hommes qui s'appelle The Watcher, qui ont cette capacité finalement de se décorporer. Je crois pas que tu emploies la notion de... Tu n'emploies pas le terme de voyage astral, tu emploies plutôt le terme de décorporation. Voyage hors de son corps ou dans des dimensions parallèles, oui. Ça dépend parce qu'en fait, j'ai plusieurs personnages. Donc les Watchers, qui sont entre guillemets les Occidentaux, qui sont des êtres de lumière, qui ont eu accès à un degré supérieur de la connaissance. Voilà. C'est comme ça que j'ai décrit. Un ancien rabbin, neuroscientifique, célèbre. Il y a une ancienne maîtresse d'un ordre maçonnique, et il y a un neuropsychiatre connu, etc. Et ces gens-là sont plutôt entre guillemets occidentaux. J'ai aussi à un moment donné, mais là je spoil déjà un petit peu le milieu du livre, des gens qui arrivent, qui sont issus de peuples premiers, des peuples maoris, des peuples uto-américains. Et donc là, les termes sont les mêmes,
mais ils sont définis par des mots différents. Ce que les Watchers appellent voyage astro. Oui, j'aime pas ce terme justement dans le livre parce que justement ça a une connotation un peu ésotérique tout de suite, ou alors un peu paranormal. En tout cas, les Indiens d'Amérique parlent de grand esprit, d'oiseaux voyageurs qui permettent d'aller au-delà de ce qui est visible. Hmm. Je me rends compte en fait dans les démarches que toutes les, toutes les civilisations ont eu à un moment donné un pot commun spirituel. Quels que soient les termes utilisés, on est sur un pot commun. Et c'est ça qui est intéressant, que j'essaye de faire passer dans ce livre, c'est que ce pot commun, en fait, il a été un peu balayé par le monothéisme, qui justement, au profit d'une seule et même entité, Dieu, qui est dictateur de tout, etc., qui régit tout. Évidemment, je caricature un petit peu là, mais alors que dans les civilisations antérieures, il y avait un rapport à la nature, il y avait un rapport à la terre qui était différent. D'ailleurs, j'en parle puisque les Watchers, en fait, ce sont les surveillants du cycle, ce que j'ai appelé le cycle et l'harmonie universelle. Ça, c'est Mm, des termes que j'ai complètement fantasmés, quoi. Ouais, non, mais qui sont très très bien. Alors, si tu me permets, je vais lire un bref passage de ton livre, comme ça en plus vous verrez que c'est très très bien écrit comme livre. Les Watchers, tel était le nom de cette société secrète, se considéraient comme les gardiens de certaines connaissances perdues ou ignorées du reste de l'humanité. Déjà plusieurs décennies, Jarvis Pendrick en était le leader naturel et s'était chargé d'unir autour de lui des grands initiés savamment choisis et reconnus comme tels pour assumer cette mission de surveillance du cycle. Nom donné à la régulation immanente et naturelle des réincarnations dont ils se disaient les gardiens, des gardiens de l'universelle harmonie. Et après, encore un petit paragraphe, tous avaient en commun d'avoir brillamment étudié les textes anciens et les textes religieux. Pour eux, seule la gnose pouvait permettre l'accès à la connaissance, à la recherche des ou de la vérité, mais aussi, et par conséquent, à l'âme de se libérer de cet emprisonnement dans la matière par des renaissances multiples. C'est... Jérôme, c'est des thèmes qu'on aborde assez finalement assez souvent ici. Et c'est pour ça que je disais que c'était assez bien finalement documenté, même plus que ça, parce que même si tu inventes des mots à ta sauce, on est dans ce cycle, dans le fait qu'ils soient des gardiens. Tu sais, Jérôme, on en parlait avec Damien. Oui, avec les fameux domaines. Avec les fameux domaines, c'est ça, qui étaient les gardiens de l'âme pour les remettre dans le tunnel. Non, justement, pour éviter qu'ils Ah prennent oui, ce pardon. tunnel, Ouais, c'est c'est ça. pour faire, c'est ça, pour éviter de repartir dans la machine à laver de la réincarnation, justement. Ah oui, donc c'était le contraire, effectivement. Alors que là, pour toi, Dominique, les gardiens sont là pour qu'ils restent dans ce chemin de la réincarnation. Bah, en fait, tel que, tel que moi je l'ai voulu dans mon livre, après, c'est là où toutes les recherches que j'ai faites elles peuvent différer parfois selon on tourne plutôt vers le bouddhisme, l'hindouisme ou la kabbale juive. C'est-à-dire qu'à un moment donné, euh, j'aime ce concept d'âme réparatrice, d'âme pompier que j'utilise plusieurs fois. Je ne peux pas trop en dire plus sans dévoiler l'histoire, mais je pense, je pense qu'il y a ce que j'appelle des êtres de lumière. Moi, je crois avoir la chance, par exemple, dans ma vie perso, d'en côtoyer quelques-uns. Ce sont des gens qui ont rendu ma vie plus belle, cette vie-là plus belle, et des moments de ma vie qui m'ont porté vers quelque chose, qui m'ont rendu meilleur. Voilà. Dans cette vie terrestre-là, après, je pense j'aime aussi faire allusion à un moment donné à ce que Bernard Werber en parle d'ailleurs dans un de ses bouquins, à ce qu'on appelle la marque des anges. Et c'est cette espèce de conte un peu magique, comme quoi un bébé qui naît, il est porteur de toute la connaissance du monde. Et au moment où il va pousser son premier cri, il y a alors des êtres bienveillants, il y a, je sais pas, des anges gardiens qui viennent lui poser le doigt et lui faire. Et je trouve ça magnifique parce que c'est ça, c'est qu'en fait, on a tout en nous. Et après, il faut tout réapprendre.
faut tout apprendre par soi-même. Et c'est le chemin, c'est la richesse de la vie. Ouais, j'en ai fait un roman, mais il est assez manichéen, mon roman. Apparemment, tu l'as feuilleté, voire tu l'as lu. C'est-à-dire, il est très manichéen parce que je crois quand même que le bien triomphe toujours du mal. Guillemets le temps, parfois, c'est très difficile, mais le mal existe. Le, le, le négatif, le mauvais, oui, il existe à différents niveaux et il doit être combattu par la connaissance et non pas par les mêmes armes que le côté obscur. En fait, c'est là, on du Star Wars de base, mais c'est un petit peu ça. Et les Watchers sont là pour surveiller, et non pas, je le dis d'ailleurs à un moment donné, non pas influer sur le cours des choses, mais accompagner le cours des choses. Les choses évoluent, elles sont en perpétuelle évolution. Les âmes aussi. Tout à fait. Tu parlais de Werber, c'est vrai qu'il y a un petit côté thanatonaute, hein, on sent la petite influence. J'assume. Bernard, tu mets encore. C'est normal, c'est générationnel. Nous aussi, hein, on a été biberonnés au thanatonautes. Si vous ne connaissez pas les thanatonautes, là, faut vraiment réparer cette erreur. Il faut le lire après le mien. Bah. Ah bah oui, c'est sûr. Alors on est bien d'accord. Justement, Dominique, où est-ce qu'on peut se procurer ton livre? Il paraît sous quel format? Alors, c'est un livre qui est publié aux éditions 15, des éditions que j'ai créées, mais qui existent, donc l'édition 20-15. On peut le trouver le commander dans n'importe quelle librairie. Dans l'heure, il y a pas mal de librairies qui l'ont en magasin. D'accord. Et sinon, on peut aussi le commander via la boutique en ligne de mon site. Alors là, comme Dominique Pestré, je n'en fais pas mystère, est un pseudonyme, n'est pas mon vrai nom. Les éditions 15, ce sont les éditions de mon vrai nom, Stéphane Maillot. Et donc, sur mon site www.stéphanemaillot.fr, il y a une boutique en ligne sur laquelle on peut éventuellement commander ce livre et les autres. Ok, merci. Parce que ça donne envie de l'acquérir. Ouais, et puis de toute manière, le lien sera dans la description de la vidéo. Allez, juste une dernière petite question sur ton livre, et puis après on passe à la suite de l'émission. Mais j'ai peur de spoiler avec la réponse, donc si tu considères que vaut mieux pas y répondre, tu n'y réponds pas. Parce que finalement, ce groupe de Watchers, ils vont se manifester pour contrer un danger que tu as appelé l'onde rouge. Voilà, je pense que là, on va divulgacher, comme on dit maintenant, en français, euh, l'intrigue, en fait. Mais effectivement, un des messages, par contre, si message il y a, j'aime pas trop ce terme, mais c'est que les Watchers tout seuls n'y arriveront pas. Ils vont devoir, à un moment donné, s'enquérir d'aide extérieure, notamment vers les peuples premiers, faire des rencontres inattendues et inhabituelles. Et au-delà, en finale, simplement, c'est que la vérité, elle n'est pas toujours celle qu'on croit et les apparences sont parfois trompeuses. Ce qui peut apparaître négatif ou maléfique à un instant donné n'est peut-être pas si maléfique et si mauvais au final. C'est une très belle, non, mais c'est une très belle philosophie et tu as tout à fait raison. Ça s'appelle Gilgul, voilà. Donc vous pouvez le retrouver en librairie ou le commander sur le site de Dominique. Et puis eh bien on va continuer bien sûr ces âmes qui se réincarnent ou pas. Certaines restent un peu coincées sur le bord des routes, visiblement dans le Tarn, c'est ça Jérôme? Ouais, c'est ça, ouais. Elle reste coincée sur le bord des routes, ouais. On va parler d'une supposée apparition de Dame Blanche. Moi, j'ai vu ça passer sur le site de la Dépêche. Donc, alors ils mettent une petite vidéo où justement ils partagent plusieurs infos du Tarn, dont cette séquence, Antoine, hein, si tu peux nous la caler. Donc voilà, c'est une personne qui explique hein, sur cette vidéo. Alors elle allait à ce village et à l'entrée du village, elle a voulu prendre, elle s'est arrêtée. Donc c'est ce monsieur, hein, je ne sais plus pour quelle raison, il s'est arrêté à l'entrée de ce village, Cadalen, et pour juste faire une photo avec le panneau, enfin la sortie du village en l'occurrence, parce que le panneau est rayé.
je ne sais plus pour quelle raison, et il l'a envoyé comme ça par SMS à son frère. Et puis c'est son frère qui lui a répondu, mais t'as vu sur ta photo là l'espèce de spectre que l'on aperçoit. Alors justement, ça m'a vraiment fait penser Antoine. Je sais pas si on va attendre de revoir cette photo et ce fameux spectre qui apparaît. Mais alors moi, ça m'a vraiment fait penser à ce qu'on voyait sur la photo que JB nous a partagé la semaine dernière. Tu sais le fameux la fameuse apparition qu'ils ont eue dans le désert autour du feu. Ouais. On a vraiment je t'ai remis la photo de JB. On peut mettre juste à côté la photo de cette personne. J'ai vraiment l'impression qu'on est dedans, quoi. Alors, c'est cette image-là, Jérôme, dont on a parlé la semaine dernière. Et je voulais montrer ce petit montage avant que tu continues que David Lachance m'a envoyé. Parce que tu vois ici, finalement, il a détouré cette ombre-là qu'on voyait pas très très bien. Il a passé un petit peu de temps. Et regarde, effectivement, quand on compare ce qu'il a réalisé, moi je le vois bien le Fennec. Hein. Ouais, complètement. Alors pour Dominique, c'est des amis qui étaient dans le désert égyptien et qui ont pris une photo de leur camp. Et là, il y a cette espèce de fumée qui n'est pas une fumée, parce que le feu ne fumait pas, il était très sec. Et où sur deux photos différentes, on voit ce que nous, on a interprété comme un djinn ou un esprit fantomatique. Voilà. Et ouais, sympathique le travail qu'a fait David Lachance. voilà, David. C'est vrai que en plus Marlène en parlait, hein, ils entendaient dans le lointain, euh, comme on dit, les fennecs ils jappent, Antoine, ou ils aboient, ou Oh, il jappe. ils jappent, je crois. Donc ils entendaient le jappement des fennecs dans le lointain, et donc voilà, là. Ce dessin qu'il a fait qui rappelle un fennec, effectivement, c'est en lien. Donc voilà, moi quand j'ai vu la photo de ce monsieur là dans le Tarn, j'ai vraiment pensé à ça. Et alors la suite de la vidéo est intéressante, hein, puisqu'en fait justement les personnes qui ont monté ce tournage ont interrogé les gens du village, parce que justement la nouvelle a fait un petit peu le tour du village, et puis les gens y allaient chacun de sa théorie. Alors il y en avait qui pensaient justement la Sainte Vierge, parce que le village Cadalen, justement, il y a une église qui est dédiée à la Sainte Vierge, je crois. Donc, il y en a qui pensaient que c'était une apparition de la Sainte Vierge, peut-être. Une autre personne qui a interrogé, elle pense à la Dame Blanche, parce qu'apparemment, il y aurait eu, je crois, 3 ans de cela, un jeune qui serait décédé, peut-être parce qu'il aurait aperçu une Dame Blanche au bord de la route, et puis aurait fait une sortie de route et serait décédé. Donc, il y a cette histoire de Dame Blanche qui tourne autour de ce village. Donc, voilà. Bon, chacun y va de son hypothèse, mais vraiment, moi, quand je compare les deux entre je sais pas si tu pourras nous faire un petit montage, Antoine, mais cette espèce d'apparition blanchâtre, comme de la fumée, un petit peu de la brume, et puis ça rappelle vraiment ce qu'a photographié Jean-Baptiste il y a 15 jours. Alors bon, c'était un fennec blanc pour Jean-Baptiste, là, apparemment, ça serait la Dame Blanche de Cadalen. Ou autre chose, on verra si David veut continuer à refaire un petit détourage de ce qu'il voit. Bien, au boulot, David. Dominique, toi, ces légendes urbaines de Dame Blanche, t'en penses quoi? Ça me laisse un peu perplexe, pour être très honnête. Je ferme pas la porte. Je suis dubitatif. Comment. Parce en tant qu'auteur, par contre, c'est du pain béni, parce que scénaristiquement parlant, c'est des éléments qu'on peut Oui, ça utiliser peut, assez facilement. pour quelqu'un qui fait du fantastique, oui, éventuellement, oui. Après, ça peut aller très loin dans l'occultisme. Mais c'est vrai qu'Antoine, toi, tu fais référence à cette Dame Blanche. Moi, je suis pas trop parti là-dessus non plus. C'est comme ça qu'il la nomme dans l'article. Oui, on n'est pas dans la Dame Blanche classique qui rentre dans la voiture, qui prévient. Voilà. Et c'est toujours la nuit que les gens prennent en stop une Dame Blanche, et puis qui, à un moment, ils tournent la tête, elle est plus derrière, quoi. Ça, et ça, en plus, c'est arrivé un petit peu partout dans le monde. Donc, c'est pas
c'est pas localisé à une commune, à un lieu bien précis en France ou ailleurs. C'est un petit peu un phénomène mondial. Et puis là, ça se passe en plein jour. Moi, j'ai plus, je sais pas. Peut-être un bug sur la photo, mais étrange. Être ange. Un être ange. Ouais. Permettre de faire le candide, mais euh, ça c'est vu dans plusieurs endroits dans le monde. S'agirait-il de la même dame blanche, de plusieurs? Oui, c'est ça, c'est toute la chose. Bah, c'est comme l'apparition de la Vierge Marie, hein, il y en a eu partout dans le monde. Bon, voilà, C'est toujours la même Vierge. c'est toujours la même Vierge. Là, apparemment, c'est toujours aussi décrite pareil, la Dame blanche, parce qu'elle est vêtue avec une longue robe blanche. Voilà, c'est un petit peu D'accord. toujours le. Alors, est-ce que la Vierge Marie n'est pas une dame blanche? Ah, on pourrait faire un lien intéressant entre la Oui. Vierge et la Dame blanche. Ouais, Ah ouais, oui, non, ça mais pourrait être. il y a un Tout sujet à à fait. creuser. Tu as levé quelque chose, Antoine. C'est la question de Dominique qui m'a interpellé. Il a raison. Ok, bah tu sais que des dames blanches, on pourrait en faire très facilement avec Midjourney. Hein, c'est un sujet, voilà, maintenant qu'on a déjà abordé à plusieurs reprises depuis le mois de septembre, et vous savez que je m'y suis un peu plongé dedans. D'ailleurs, je vais vous partager euh, les dernières créations parce que j'en parlais justement de Midjourney avec un ami aujourd'hui. Donc, hein, on parlait des créations que j'avais faites avec Midjourney, donc là ce sont les dernières, alors celle-ci elle m'éclate trop. D'ailleurs, on peut faire du très réaliste, hein. Là j'ai mis Salvatore Dali avec un chapeau, ça me donne un truc complètement, complètement délirant. Et donc il me disait ben, finalement les mêmes arguments qu'on avait eu, Jérôme, au tout début de ces émissions sur cette intelligence artificielle, en disant que ça allait être un peu la mort des illustrateurs, parce que ben, effectivement, quelqu'un qui n'a pas de talent comme moi, en tout cas artistique, faire ce genre de choses à la main, je serais incapable de le faire. Alors, en photographie peut-être, mais pas, en tout cas pas en dessin. Euh, et au final, c'est vrai qu'ils doivent se réinventer, ces artistes, s'ils veulent pouvoir continuer ben, à survivre face à ce genre de, d'intrusion de l'intelligence artificielle, et qu'il faut s'en servir comme outil. Et par contre, ce que je lui disais, c'est que la grosse difficulté de cet outil, c'est qu'en définitive, même si tu mets deux fois la même phrase à 2 secondes d'intervalle, tu n'obtiens pas le même résultat. Donc ça reste difficile de faire par exemple des bandes dessinées, d'avoir des personnages comme ça récurrents qu'on pourrait utiliser. C'est aujourd'hui, du point de vue que j'en avais cet après-midi, c'était pas possible. Je prépare l'émission et voilà sur quoi je tombe. Cette bande dessinée a été créée par une intelligence artificielle. Et bien voilà, ils l'ont fait, ça s'appelle The Bestiary Chronicle, et ça a été créé par un artiste et Midjourney. Donc c'est Steve Coulson qui a créé toute une bande dessinée avec l'outil Midjourney, et il arrive effectivement à obtenir bon, le résultat qu'il souhaite, mais surtout à avoir son personnage là qui est récurrent et voilà, qu'il arrive tu vois, à reprendre, à retrouver et à réutiliser au fur et à mesure de ses bandes dessinées. Euh, il en a fait plusieurs. Alors j'ai été voir The Bestiary Chronicle sur Amazon, où on a plusieurs pages. Et vraiment, le dessin, il est sympa. Je sais pas, Dominique, si toi tu t'intéresses à la bande dessinée, si tu as lu du Moebius, par exemple, tu vois, dans les années 90. Euh, voilà, on est dans ce style de dessin qui est super propre. C'est super bluffant. Et on m'aurait dit que c'était une intelligence artificielle qui avait tout créé. Tu vois, j'aurais pas cru. Donc, en définitive, bien ce qu'on disait, vous voyez, il y a 2 mois, en disant, bon, de toute manière, ça, on pourra pas tout faire. Bah, en moins de 2 mois, ça y est, on est complètement dépassé. En fait, ce que disait l'article, c'est qu'ils ont déjà fait 2 mises à jour de Midjourney, et que ça n'arrête pas, et que ça va très très vite, et qu'on arrive à des résultats complètement bluffants. Voilà. Et ce que je vous ai montré en introduction de l'émission, les illustrations donc, des livres de Pascal Cazotte et de Marie Roca, je les ai faites avec Midjourney, et le résultat, il est bluffant. Voilà.
Donc ça fait finalement peut-être un peu peur, même si j'adore cet outil. Il est accro, Antoine. Non, c'est vrai, ça fait peur, quoi, parce que là, pour le coup, il y a peut-être un vrai danger si, avec l'intelligence artificielle, on arrive à vraiment à reprendre une récurrence de personnages, etc. Au final, on peut mettre tous les styles qu'on veut et avoir son propre résultat. C'est vrai, il y a peut-être un vrai danger. Ah, c'est le double tranchant. Après, ça, voilà, ça peut être génial pour une personne qui a toujours rêvé de faire une BD mais qui sait pas dessiner. Bah là, il a un outil pour le faire. Et puis, bah, d'un autre côté, que vont devenir nos dessinateurs de bande dessinée, Antoine, hein? C'est ça, voilà. Moi qui ai toujours rêvé de faire de la bande dessinée. Allez savoir, peut-être que l'année prochaine, si vous me voyez éditer une bande dessinée, vous serez pas étonné. Bon ben voilà, en tout cas, cette IA, eh bien, on en parle de façon assez récurrente dans l'émission, assez régulièrement. À chaque fois, on voit qu'il y a bien les deux facettes de la pièce, même si ça apporte une certaine facilité, un certain confort, une certaine souplesse. Il y a toujours un danger au bout d'un moment par rapport à ces intelligences artificielles. On n'a plus qu'à espérer, et petit clin d'œil donc au livre de Dominique, que l'IA n'arrivera pas à reproduire l'âme que l'artiste met dans ses œuvres. Et écrire des romans. Et puis, ou alors ça, je crois que ça existe déjà. Non, t'en as entendu parler, Dominique? Je crois qu'il y a des livres qui ont été écrits par intelligence. Ouais. Des livres, des essais aussi. Il y a Mhm. des tas de choses. Par contre, à un moment donné, la limite de l'analyse, elle est faite aussi par l'humain, parce que l'humain va à un moment donné savoir trier avec discernement, ce que peut-être la machine à un moment donné. Ouais, jusqu'au jour où le problème c'est qu'elles sont auto-apprenantes, donc au bout d'un moment, Terminator ou Big Brother. Elle se perfectionne et puis. c'est ça, c'est exactement ça. Bah, souvent, Terminator, on en fait référence avec Jérôme. Ah ouais. Donc il ne reste plus qu'à faire quoi dans ce bas monde, Jérôme? Tourner en rond comme des moutons. On est en rond comme des moutons, c'est ça. On Voilà. va. T'as vu cette transition quand même? Ah, celle-là, elle est belle, Antoine. Oh, On se perfectionne aussi, nous, tu vois, comme les IA. Voilà. Oui, vous avez certainement vu cette vidéo passer, hein. Moi, je l'ai vu pas mal de fois passer sur Facebook. Voilà, cette étrange vidéo de moutons qui tournent en rond. Alors, du coup, je suis allé voir un petit peu plus en profondeur. Je suis allé sur le site La Libre qui expliquait cet étrange phénomène. Donc, des centaines de moutons marchent en cercle depuis plus de 10 jours sans interruption et sans raison. Alors, tu vois, ils nous font quasiment un beau cercle parfait en plus. Alors moi qui cherche toujours la blague, la vieille blague qui va bien, je me suis dit tiens, on va appeler ce phénomène des sheep circles. Sheep pour mouton en anglais, voilà, des cercles de moutons. Mais vous allez voir que en cherchant une blague pourrie, bah en fait j'ai trouvé un petit lien. Je vous en parlais un petit peu plus tard. Donc voilà, donc cette vidéo, hein, depuis plusieurs jours, est pour le moins surprenante, faire le tour des réseaux sociaux. Sur cette dernière, on peut apercevoir des centaines de moutons tournés en rond dans une ferme du nord de la Chine. Un comportement très étrange, d'autant plus que ça fait 10 jours que les animaux marchent continuellement dans le même sens et ce, formant un cercle presque parfait. Donc c'est le quotidien d'État chinois People's Daily qui a initialement partagé la vidéo et qui a expliqué que les moutons étaient en parfaite santé et qu'un tel comportement est vraiment inexplicable. Donc la fermière, Madame Miao, qui est propriétaire de 34 bergeries, a expliqué que seuls les moutons de la 13e bergerie sont concernés par ce phénomène. Donc très étrange, mais retenez bien ce chiffre 13. Donc il a ajouté, elle a expliqué dans un premier temps que quelques moutons seulement s'étaient mis à marcher en cercle avant que l'ensemble du troupeau ne les rejoigne. Donc, alors sur les réseaux sociaux, certains ont tenté d'expliquer le comportement des animaux. Ainsi, tout de suite, on a pensé à cette hypothèse qui tenait la route, c'est celle de la maladie bactérienne appelée listériose. Euh,
que l'on surnomme parfois la maladie des cercles, parce que justement, lorsque cette maladie touche habituellement des ruminants, ce virus enflamme un côté du cerveau, ce qui explique les mouvements circulaires des bêtes. Alors par contre, néanmoins, cette piste semble peu probable, car en temps normal, la mort de l'animal survient généralement dans les 24-48 heures après l'apparition de ces symptômes. Donc le mystère reste donc complet. Voilà. Donc on ne sait toujours pas. Alors j'ai vu l'info passer en début de semaine. Je ne sais pas si les moutons continuent toujours de tourner. Est-ce que de temps en temps ils s'arrêtent, faire un petit coup de pipi, boire un coup, manger et reprennent la danse? Je sais pas. C'est vraiment Non, mais là, on va chercher midi à 14 h. Là, l'explication, elle est simple. Ils n'ont juste pas trouvé la sortie. c'est ça. Ils tournent. Peut-être, ils tournent. Ouais, oui, et puis il y en a un qui... Non, non, mais c'est vrai. Bon, après c'est le comportement typique du mouton, hein, comme elle expliquait la propriétaire. Il y en a un, deux qui ont commencé à faire ce grand cercle, et puis après t'en as 3, 4, 10, 20, et puis tout le troupeau a suivi. Voilà. Et alors, tu sais, moi, j'aime bien parfois mettre en relation des éléments comme ça, un petit peu anodins, qui peuvent se passer sans aucun rapport de cause à effet, et qui peut-être finalement serait un début d'explication à quelque chose d'une ampleur un peu plus importante. Parce que c'est la date qui m'a un peu interpellé par rapport à ce phénomène-là. Parce que au même moment, dans le Nord, en Norvège, on observait ça. Alors, il n'y a sûrement aucun rapport. Mais peut-être. Parce que ce phénomène, hein, c'est des aurores boréales roses. C'est un phénomène qui est extrêmement rare, mais vraiment extrêmement, extrêmement rare. Parce qu'en général, elles sont plutôt vertes ou jaunes. Et là, ça s'est produit parce qu'il y a eu un phénomène solaire qui est venu un petit peu percuter notre magnétosphère et qui l'a fissuré. Donc une tempête solaire mineure de classe G1, c'est ça qui est bizarre en plus, c'est que la tempête solaire, elle est mineure, c'est même pas une tempête solaire majeure. Donc de classe G1 qui a frappé la Terre le 3 novembre, et peu après, les experts ont détecté une fissure dans la magnétosphère. Et le fait qu'il y ait eu cette brèche dans la magnétosphère, du coup, les particules énergétiques ont pu rentrer plus profondément dans notre atmosphère et générer voilà, cette magnifique couleur rose. Donc, est-ce que ce phénomène, tu vois, qui perturbe les moutons, qui perturbe les aurores boréales, peut-être on apprendra la semaine prochaine qu'il y a eu des sauts de grenouilles qui sont tombés du ciel, dans de ces où, et puis des oiseaux qui sont écrasés. Tu vois, est-ce que c'est pas une perturbation effectivement de notre champ magnétique et que au final peut-être que tout est lié? Ouais, non, c'est intéressant. C'est vrai que tu as un lien intéressant. Moi, j'ai fait aussi un lien qui peut paraître un petit peu plus capillotracté, on va dire. Je vous parlais, ça se passait apparemment que dans la 13e bergerie. Ah oui? Et moi, tu sais, je suis un peu, j'ai des idées bizarres parfois. Alors du coup, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai tapé 13 cercles. Parce que, voilà, 13e bergerie, cercle. Et là, je tombe sur la figure géométrique du Métatron, Antoine. Et ça fait tout de suite tilt, parce que quand j'ai interviewé Umberto Molinaro sur ma chaîne, on a fait une émission sur les crop circles, il m'a expliqué que beaucoup de crop circles étaient créés à partir de cette figure géométrique, le Métatron, qui est composé de 13 cercles. Voilà. Et donc, bon, je te dis, c'est un peu capillotracté, mon truc, mais voilà, je reste sur cette appellation Chip Circle, je trouve que c'est pas mal. Voilà à quoi ressemble un métatron dans un champ de blé. Donc effectivement, ils ont peut-être mis des moutons. Alors oui, celui-là, il a 13 cercles, tu vois, et ça représente, on appelle ça aussi le cube de Métatron. Parce que si tu relis, on le voit en 3D là. Voilà, si tu relis tous les centres de ces 13 cercles, ça te dessine un cube en 3 dimensions. Ouais. Donc voilà, je sais pas, j'ai dit tiens, c'est amusant. Pourquoi dans la 13e bergerie? Pourquoi pas dans la 14 ou la 12? Ouais, alors. Ils font un cercle presque parfait, donc moi tout de suite des cercles parfaits que la nature produit étrangement, même si c'est là avec des animaux. Voilà, un beau chip circle en Chine. Est-ce que ça va se reproduire ailleurs? Si ça pourrait peut-être accréditer ton phénomène, voilà, de tempête solaire mineure.
Pourquoi pas. Mm. Bon, après, le coup, que ça soit dans la 13e bergerie, bon, je pense pour le coup, il n'y a pas de rapport qu'on avait Non, fait, mais bon, non. c'est intéressant quand même. Je te l'ai dit à les capillotractés. Ouais, les capillotractés, mais quand même, le Mais métatron quand même. est intéressant. C'est ça. Dominique, t'en penses quoi, toi, des crop circles de façon générale? C'est un sujet sur lequel tu t'es Je intéressé? découvre. Je découvre. D'accord. Voilà. Je vous écoute. Ah ben c'est clair que là c'est dans un univers où on aborde tellement de choses insolites. Après il y en a, on arrive parfois à en déterminer des fausses, hein, puis c'est aussi l'objectif de cette émission, c'est quand on s'aperçoit que c'est voilà, c'est pas du tout ça, on préfère prévenir, mais il y a quand même des sujets qui restent sans réponse. Voilà. Tiens, d'ailleurs, je rebondis sur, tu sais, nos voyageurs du temps de la semaine dernière. J'ai vu dans les commentaires sous la vidéo quelqu'un qui a émis l'hypothèse que ça pourrait être un dictaphone aussi. Oui, alors il y a eu beaucoup de commentaires comme quoi ça pouvait être un dictaphone, effectivement. D'autres qui allaient aussi dans mon sens sur le fait que ça pouvait être un porte-cigarette. Un étui à cigarette. Et il y en a une qui est très intéressante aussi, parce que effectivement ça pourrait être une canette. Parce qu'elle pourrait être un peu arrondie. Voilà. Alors ceci dit, dans l'onglet communauté de la chaîne YouTube, vous verrez, j'ai fait des screenshots, des arrêts sur image, des screenshots, que j'ai retravaillé d'ailleurs avec des outils de nettoyage, et on le voit quand même que c'est un truc qui est épais mais sans l'être. Donc l'appareil photo, non, le dictaphone, c'est vrai que ça pourrait être, mais ils sont quand même assez épais. Et les dictaphones qui étaient fabriqués à l'époque, voir s'il y avait des choses similaires, assez fines. Donc moi je m'oriente vraiment plus pour un effet FX fait par quelqu'un qui a voulu buzzer. Et si vous avez la possibilité de retrouver la bande, l'enregistrement original de la BBC, ça pourrait être intéressant de comparer, comme ça on mettrait un terme à cette idée. Par contre, pour le coup, là aussi il y en avait qui étaient d'accord avec ça. Si c'est un voyageur du temps, pourquoi est-ce qu'il aurait un téléphone et puis pas un truc beaucoup plus high-tech dont on n'a pas encore connaissance? Ça se trouve, des voyageurs du temps, il y en a plein, mais on les voit pas parce qu'ils sont justement avec des... Et il y a aussi cette réflexion par rapport, tu sais, au film Le Cirque avec Chaplin. Oui. La personne disait oui, mais à l'époque où elle appelait, il n'y avait pas de réseau. Hein. Ah, c'est pas bête comme réflexion. Alors peut-être que voilà. Ils avaient un Tardis. Voilà, hein, pour ceux qui connaissent Doctor Who, avec le Tardis, pas besoin de réseau. Voilà, même au fin fond de l'univers. Bon, mais voilà, je pense qu'on a fait le tour. Dominique, en tout cas, ça a été un plaisir de t'inviter parmi nous. J'espère que tu as apprécié cet échange. Plaisir pas. Merci Donc, à vous. Mais avec plaisir, donc je rappelle hein, ton ouvrage, Gilgoul, qu'on retrouve dans toutes les librairies ou sur ton site. Quant à toi, Jérôme, tu as sorti ta vidéo, justement ton enregistrement avec JB. La seconde partie. La seconde partie, donc sur Horus, vous pouvez voir tout ça. Et puis nous, je vous rappelle la campagne de précommande de Marie Roca Avalon et de Pascal Cazotte, 10 personnages mystérieux. C'est actuellement jusqu'au 4 décembre. Profitez-en, les tarifs de la campagne de précommande sont vraiment privilégiés. Messieurs, je vous remercie, je vous souhaite de passer un très très bon week-end. Et puis Jérôme, je te dis à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Dominique, bon week-end. Salut, merci. Ciao Dominique, ciao à tous. Salut.